merci à vous tous d'être restés. On sait que ce n'est pas le panel le plus facile, hein, celui du vendredi soir à 16h30 quand il fait 28 degrés dehors à Monaco. Donc merci à vous d'être restés pour ce panel, dernier de la journée, autour des chatbots en e-santé, sujet passionnant. Alors on va essayer de ne pas faire traîner ça trop longtemps, on va faire en sorte d'être concis et d'être efficace. On a malheureusement eu quelques désistements, donc ça devrait nous faciliter la tâche de ce point de vue-là, mais en tout cas, on a plein de choses très intéressantes à vous raconter sur cette lame de fond technologique que sont les chatbots. Je pense que tout le monde connaît la définition de base des chatbots, on en entend beaucoup parler en ce moment de ces robots conversationnels, de ces agents conversationnels, de ces petits logiciels qui vont finalement nous donner l'impression d'être en train de discuter avec un autre être humain, en tout cas dans le meilleur des cas, alors qu'il s'agit en réalité de machines. Énormément de buzz autour de ces chatbots parce que tous les géants de la tech investissent massivement. Hein. Facebook en a fait une de ses priorités stratégiques. Ils veulent intégrer des chatbots partout dans le réseau social. Ils imaginent que demain, on sortira plus de Facebook et qu'on pourra, par exemple, si je veux réserver un billet d'avion, discuter avec le chatbot d'Air France et puis discuter comme ça de manière totalement naturelle. Et puis il y a Google aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette démonstration absolument incroyable qui a eu lieu il y a quelques semaines pour un nouvel outil qui a été mis au point par Google qui s'appelle Google Duplex. Alors là, on ne parle plus de chatbot, on parle de voicebot, c'est une sorte de chatbot amélioré avec de la voix. Et on va vraiment avoir l'impression d'être en train de discuter avec un être humain. Et dans la démonstration, eh bien, on a cette machine qui appelle un salon de coiffure, puis un restaurant pour prendre une réservation. Et la personne à l'autre bout du fil ne se rend absolument pas compte qu'elle est en train de discuter avec une machine. Je vous propose qu'on regarde et qu'on écoute surtout cet extrait rapidement, donc de Google Duplex, si on peut lancer la petite vidéo. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. On va pouvoir arrêter ici la vidéo. Bon, bah là, on a vraiment une vision du futur, quoi. La voix est tellement naturelle, on a même toutes les reproductions des petites hésitations, les petits tics de langage. Alors apparemment, la vidéo a été un poil bidonnée par Google, c'est ce qu'ont dit un certain nombre d'experts après, que c'était un peu trop parfait et qu'elle aurait été éditée d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, en tout cas, c'est vers ça qu'on est en train de se diriger avec ces chatbots qui vont évidemment avoir plein d'applications dans le domaine médical. Et on peut imaginer que demain, plutôt que de me stresser à aller faire des recherches sur Doctissimo qui vont me donner des informations pas toujours très fiables, je puisse aller discuter avec un médecin virtuel qui, pour le coup, a été conçu par de vrais professionnels de santé et qui va me donner des informations, un espèce de pré-diagnostic, me dire ce qu'il faut faire, etc. La question étant jusqu'où on peut aller dans cette relation avec un chatbot. Est-ce que ça peut à terme remplacer les médecins réels? Et évidemment, c'est une question, un point qu'on abordera avec nos différents invités. On a choisi alors le format des keynotes pour ce soir. Donc, on va avoir 5 intervenants en tout. Ils vont avoir 10 minutes pour nous présenter les chatbots parce qu'on veut avoir vraiment des cas concrets sur lesquels ils sont en train de travailler. Et je vais commencer avec l'organisateur de cette table ronde. Sans lui, il n'y aurait pas de table ronde ce soir. Je veux parler de Jacques Durand, le docteur Jacques Durand. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Il va me rejoindre sur scène. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, docteur Jacques Durand, médecin de formation et puis entrepreneur aussi, hein, ça fait plus de 10 ans, je crois, que vous entreprenez, que vous créez des entreprises. Et vous avez
senti assez vite le potentiel que pouvaient représenter ces chatbots, à tel point que vous avez mis au point une plateforme qui permet de créer des chatbots. Et il y a plus de 1000 chatbots qui ont été créés sur cette plateforme que vous allez nous présenter. Et je vous laisse la parole. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que je suis passionné par les chatbots, mais ce qui me passionne de plus en plus, c'est de faire découvrir le potentiel des chatbots à des professionnels. Et donc, j'ai voulu créer avec d'autres personnes cette plateforme qui ne fait que créer des chatbots dans le domaine de la santé. C'est très limitatif, mais finalement, je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire un écosystème. Et donc, on a voulu créer une plateforme qui s'appelle Chatbot for Health, qui est d'emblée internationale. Et donc, on a beaucoup d'utilisateurs. On a des utilisateurs dans des pays étrangers, notamment en Chine ou en Espagne. Et l'idée de la plateforme, c'est vraiment de créer tel qu'on imagine un chatbot, c'est-à-dire en mode post-it. Et donc, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Grosso modo, on peut faire un petit test rapide. Donc, je vais créer un petit chatbot sur ma plateforme. Voilà, donc le chatbot apparaît là. Donc, grosso modo, ici, on part d'une page blanche. Après, je vais aller plus vite, un peu comme les chefs de cuisine à la télévision. Donc, on a deux blocs. Le premier bloc, c'est le bloc de bienvenue. Et le dernier, le bloc de par défaut. Donc, on peut construire un process, on peut construire des post-it, on peut construire un logigramme via cette feuille qu'on peut dézoomer ou zoomer. Et donc, on a un menu vertical qui permet de rajouter des éléments. Là, je vais faire très rapide. Donc, on va prendre un élément texte qu'on va mettre à l'intérieur, un élément image à l'intérieur. On va trouver une petite image rapidement, j'espère, sur mon site. Voilà, on va mettre une petite image, peu importe la petite image, un petit chat, par exemple. Voilà, c'est très bien. Et donc, le petit chatbot va commencer à vivre devant vous. C'est littéralement un chatbot. Donc. Voilà, c'est pour ça. Donc, je lis bonjour. Je vais vous aider. OK. On commence. Un point d'interrogation. Et donc, là, je fais une petite erreur, voilà. Et on va créer un truc tout simple. En premier temps, on va dire oui. Allez, on commence. Ou alors, après, téléphonez-moi, parce qu'on peut imaginer que le chatbot génère un coup de fil comme ça. Donc, on va mettre un numéro de téléphone, par exemple. Voilà. Bon, je mets peu importe le numéro. Voilà. Donc, on a créé un premier... le numéro est complètement faux, là. Voilà, on va voir. Voilà. Donc, on a un premier process. Bonjour, et alors après on va demander par exemple le prénom de la personne. Donc pour ça on a un bloc spécial qui permet de faire ça, c'est le bloc variable. En fait c'est un bloc texte qui permet en plus de demander des réponses, et les réponses on va les stocker. Donc là on va lier le premier bloc au deuxième bloc, et là on va dire voilà quel est votre nom. Quel est votre nom. Je vais te faire vite votre nom. Et voilà, et donc la variable c'est le nom, et on va le stocker dans le système. Voilà, et après on va créer un autre bloc qui va permettre de faire quel est votre âge. Quel est votre âge? Donc grosso modo, c'est intéressant de savoir par exemple l'âge de la personne. Et là la variable c'est l'âge, et on va la conserver dans le monde nombre. Voilà. Ça permet par exemple de créer en fonction de l'âge des conditions. On va dire que si la personne... là on a les variables qu'on vient de créer, donc on va créer une condition. La personne sera une adulte. Si l'âge, par exemple, la variable âge qu'on a créée, et la personne a un âge supérieur ou égal à 20, par exemple, on va savoir arbitraire, hein, et on va trouver une autre condition, la personne est une personne jeune, si la variable condition, donc l'âge toujours, est strictement inférieur à 20. Voilà. Donc voilà, on a créé donc une arborescence, parce qu'en médecine tout est à base d'arborescence. Et donc à partir de ce moment-là, on peut développer une arborescence. Je vais vous montrer ça très rapidement sur notre chatbot. Ce chatbot, par exemple, qui calcule l'index de masse corporelle. Vous voyez, c'est un chatbot un peu plus complexe. Donc j'essaie d'accélérer. Et on va pouvoir le tester. On voit qu'il demande le nom, la taille, le poids, et il va calculer un index de masse corporelle. Attendez, on va le tester ici directement. Donc on va pouvoir le tester là. Ça c'est le produit final du coup. Là on était un peu dans le cambouis, là, dans les engrenages, et là ça donne ça pour l'utilisateur final. Il me demande quel est mon nom. Alors là par exemple on va faire, voilà, mon nom est Jacques. Il me demander ma taille, un point par exemple, voilà, non je suis un peu plus grand quand même. Voilà, allez, 49. Et après on va me demander mon poids, et on va le mettre voilà, je vais mettre mon poids, mon vrai poids, et on va me donner mon index de masse corporelle. Ouais. Et donc, on voit qu'en fait, avec un petit process de chatbot et même un petit score, on me dit, voilà, je suis un peu en surpoids, donc il va falloir que je fasse attention pour dîner la prochaine fois.
Grosso modo, un petit processus conversationnel comme ça, lorsqu'on a l'habitude, ça prend, disons, 1 heure pour le faire, hein, au moins d'1 heure. Donc c'est un bon prototype d'application. Et on peut comme ça faire des chatbots de façon un peu au fil de l'eau. Et alors sur le dashboard, l'idée c'est de créer des modèles de chatbot. On peut imaginer qu'un médecin qui fait un chatbot sur le diabète, il veut le partager, son chatbot, avec d'autres médecins qui sont intéressés par le diabète. Eh bien, ils pourront créer via ces templates et partir pas d'une feuille blanche, mais d'un existant. Et l'avantage de faire des chatbots chez nous, entre guillemets, sur cette plateforme, c'est que tous les chatbots peuvent communiquer entre eux. Donc si quelqu'un, lorsqu'il utilise le chatbot sur le diabète, veut parler du sommeil, parce qu'il a un problème de sommeil, on peut renvoyer la discussion sur un chatbot de sommeil. Je pense que l'interopérabilité, c'est la clé du succès des chatbots. Si on commence à faire des chatbots chacun de son côté qui ne communiquent pas entre eux, on va se retrouver le même problème qu'on a fait il y a une dizaine d'années avec les logiciels médicaux. Donc c'est vraiment le principe de la plateforme, c'est si vous pouvez le faire en post-it, vous pouvez le faire en chatbot. Voilà. Parfait, merci pour la démonstration, Jacques Durand, merci beaucoup. Venez me rejoindre, j'ai quelques petites questions à vous poser en plus, mais on peut applaudir Jacques Durand pour cette présentation du fonctionnement interne du chatbot. Alors c'est intéressant, mais moi je me demandais en voyant la présentation, en fait jusqu'à quel point on peut aller, parce que là la présentation effectivement c'est sur quelque chose de relativement basique, voilà. Sur l'indice de masse corporelle, on a bien compris la mécanique, mais en termes de... Combien d'informations on peut faire ingurgiter à un chatbot et à quel point cette arborescence peut finalement être complexe pour pouvoir répondre à des questions de patients qui peuvent concerner tous les sujets potentiellement? Alors nous, on a voulu faire une sorte de Lego de base des chatbots en santé. C'est-à-dire que le Lego, il a des briques basiques, fonctionnelles, et tout le monde peut se greffer dessus. Ouais. Et on peut faire un château qu'avec des briques de base, donc ça va faire un énorme château, ou alors on fait des briques spécifiques et que des startups peuvent faire, des API, on appelle ça. Et donc l'idée, c'est que nous, on veut travailler avec toutes les startups. Si elles ont une idée, un algorithme, un système de reconnaissance d'image intéressant, on ne veut pas le développer nous, on veut qu'elles développent la brique fonctionnelle. Et au lieu de faire venir des post-it simples, on va rajouter des briques fonctionnelles faites par les startups qu'elles peuvent uniquement utiliser en mode privées, ou alors qu'elles peuvent partager, ça peut leur générer du trafic, comme l'idée que des chatbots faits par d'autres professionnels puissent générer du trafic sur des idées de start-up différentes. Voilà. Et est-ce que vous imaginez que si on se projette dans, je ne sais pas, 5, 10 ou 20 ans, on puisse arriver à une discussion aussi naturelle que celle qu'on a entendue avec le Google Duplex, par exemple, où on aurait un espèce de médecin virtuel ou d'aide-soignant virtuel qui nous répondrait, qui serait capable de répondre comme ça très précisément à nos questions et avec un langage extrêmement naturel? Je pense que d'ici 5 ans, définitivement, ça sera le cas. Ça va tellement vite. Par contre, moi, je ne suis pas encore très intéressé par les chatbots très intelligents. Je préfère les chatbots un peu stupides. Le but du chatbot, c'est de m'assister dans ma pratique quotidienne. Il va faire du triage de base. Ouais. Si c'est grave, il me fait passer l'appel ou le problème. Et si c'est basique, il gère. Si on commence à faire des chatbots intelligents, on va avoir des heures de discussion sur des chatbots. Et le médecin, lorsqu'il va devoir reprendre la main, il va devoir regarder tout l'historique du chatbot et se taper 25 pages. Donc je pense qu'il faut faire attention. Le chatbot, je le vois plus comme un outil hybride. Comme là, on a la voiture hybride, un peu électrique, un peu avec de l'essence. Je pense que quand on a besoin un peu de tâches répétitives, sous-traiter les tâches répétitives, on a un chatbot un peu stupide qui nous aide à faire les choses et qui peut motiver les patients à apprendre des choses parce que le chatbot peut répéter 25 fois, 30 fois la même chose, ce que le patient n'osera pas nous demander. Absolument. Donc un chatbot de triage, un chatbot de coach, un chatbot de suivi, c'est déjà pas mal. Alors après, d'ici 5 ans, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, mais en effet, je vois plus que l'intérêt du professionnel, c'est gagner du temps. Plus il y a du digital, plus il y a de la donnée, moins on a de temps finalement d'analyser la donnée. Il faut une assistance virtuelle qui va trier pré-mâcher les données et nous donner des informations. Voilà, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint vraiment ce qu'on disait dans la première table ronde ce matin autour de l'intelligence artificielle, où je posais la question, est-ce que finalement le but, ce qui va se passer à terme, c'est le remplacement du médecin par la machine? Et en fait, non, on voit que c'est la coopération, en fait, c'est l'utilisation de la machine comme un outil, on va dire, d'écrémage et de facilitation de toutes les tâches un peu ingrates pour ensuite pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif avec le patient. Voilà, je crois que plus on a du digital, plus les gens recherchent de l'interaction humaine. Donc si on commence à dire, voilà, on va remplacer les médecins et les infirmiers, non, on va au contraire rendre le métier de médecin et d'infirmier plus focalisé sur l'essentiel. C'est ça. Et laisser les tâches répétitives générées comme la prise de rendez-vous là, de Google. Je pense que
perdre du temps à prendre rendez-vous au téléphone à un salon, bon, ça c'est vrai que si on peut le sous-traiter par un chatbot pour prendre rendez-vous avec un médecin ou un petit bilan biologique, savoir si c'est grave ou pas grave, il faut attendre 24 heures, ça peut être fait par un chatbot. C'est ça. Vous disiez, alors c'était dans un récent article où vous parliez aussi des chatbots, vous faisiez un article de vulgarisation, que finalement les chatbots médicaux étaient plus une révolution sociale que technologique, et que ça allait en fait remettre, on va dire, la conversation et ses bienfaits au cœur du monde de la santé. C'est quelque chose qui se perd, ça justement. En quoi est-ce que ça permet de remettre de la conversation au cœur du monde de la santé? Je pense que de nos jours, on est dans une logique, on est captivé par les écrans, et donc on a besoin vraiment d'interaction immédiate. Donc la conversation a tendance à s'appauvrir de certaine façon. Or, lorsqu'on a un problème de santé, on veut une réponse immédiate, mais aussi on veut quand même aller aussi loin que possible. Et je pense que les chatbots offrent cette double avantage. L'immédiateté, et comme le chatbot est fait de façon intelligente, il va pouvoir aussi, si on a besoin d'échanger un peu plus longtemps, de nous rassurer, donc on remet la conversation au cœur du process. On n'a plus à s'occuper du design, puisque ça s'affranchit du design. On n'a plus à s'occuper du back-end, du front-end, où sont les boutons, où sont les menus. On se focalise sur la conversation, parce que la conversation, finalement, c'est ce que les gens veulent. Rapidement, ils veulent une réponse, et donc on peut adapter un peu d'empathie, on peut faire de l'empathie, on peut faire du visual bot, c'est des images bots. Ça permet pour des jeunes, par exemple, de se motiver à suivre des traitements. Donc il y a vraiment la possibilité de faire la conversation au cœur de la santé. Je ne dis pas que ça se perd, mais on s'est un peu fourvoyé à vouloir faire des dashboards, des clics. Quand je vois des médecins qui passent 27% de leur temps aux États-Unis, c'est le temps moyen, à cliquer, à valider des choses, je trouve que c'est dommage, on ne voit plus le patient. L'avantage du chatbot, c'est qu'on remet quand même, on n'a plus à cliquer, le chatbot clique pour nous, on se focalise sur la conversation. Vous n'avez pas peur que le patient, à terme, déjà, quand il consulte énormément de sites médicaux, il challenge le médecin sur son diagnostic, que là, il se dit « Non, mais attendez, le chatbot, il ne m'a pas dit la même chose que vous, là ». Je pense que le rôle du médecin va changer, ça va être un conseiller de santé, moins un expert qui va challenger les conversations qui auraient été faites sur des chatbots, parce qu'on ne va jamais arriver à avoir le dernier mot. Il y aura toujours des chatbots faits par des universités qui vont dire ça, et un médecin généraliste au fin fond de la Corrèze, il va avoir une vision différente. Donc je crois qu'il faut plutôt dire, le chatbot, il faut le voir comme un outil qui va nous aider, et par contre passer plus de temps à conseiller, à redevenir un petit peu la personne qui va nous faire comprendre que notre problème de santé, eh bien, il faut le gérer comme ça. C'est du conseil, moins de l'acte thérapeutique par le chatbot. Voilà. Un mot aussi sur un point sur lequel vous avez insisté quand on a préparé cette présentation, c'est le rôle de l'open innovation dans ce que vous faites. En quoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui, cette innovation ouverte? Je pense que l'open innovation, ça veut dire que chacun a son point de vue sur un problème. Et ce qui me plaît de faire, ce sont des ateliers d'idéation où on fait travailler les gens sur des post-it. Je m'aperçois que les gens qui ont des parcours différents sur une même thématique ont des visions différentes. Donc grâce à cette plateforme, on crée des modèles. Je ne dis pas qu'on a tous il faut un chatbot pour faire ci et c'est le meilleur. Non, je crois que tout le monde a une idée de chatbot. Lorsqu'on s'aperçoit que c'est très facile de créer des chatbots, tout le monde a une idée. Et finalement, la meilleure idée, c'est l'idée qui va s'enrichir des idées des autres. Et donc c'est ça qui me plaît dans l'open innovation, c'est qu'on va pouvoir faire culturellement des process de chatbot qui peuvent être adaptés des régions de France ou à des villes et éventuellement des régions du monde différemment grâce à l'avantage d'idéation rapide. Vous voyez. Parfait. Merci beaucoup, Jacques Durand. Voilà. On peut applaudir notre premier intervenant, Jacques Durand. Et il est temps de passer à notre second panéliste, et je vais passer à l'anglais, parce qu'on a plusieurs anglophones dans nos intervenants. I will switch to English now to welcome Dr. Jit Seng Tan. Please come with us. We can applaud him. Hi. Dr. Jit Seng Tan is the Chief Technological Officer of Lotus Eldercare Technologies. You've come all the way from Singapore. Thanks a lot for that. And you are working on chatbots for elderly care, and more specifically for palliative care. Not for the patients themselves, but for the caregivers, and especially non-professional caregivers who are often quite completely lost in these circumstances, which is quite understandable. And you say that chatbots can give some sort of guidance, should we say, in these difficult times. I will let you explain. Okay, thank you everyone for staying back. I'm Jit Seng. I'm a home long-term care physician from Singapore.
Lotus Eldercare is my own company, and I do house visits to see very sick elderly patients as part of my daily work. So because I do such a sad work, I need a distraction, and technology is a good distraction for me most of the time. Basically, chatbot is to help me to relieve stress over the caregivers as well. And we will be seeing a lot more chatbots coming over to Singapore very soon, because our government, Singapore Ministry of Health, has called for collaborations to do chatbot for the entire public system. So essentially that any department, cardiologists, pediatrics, any department who wish to create a chatbot for their patient to advise them, this will be done by maybe one of us, or maybe a chatbot for health in the near future. So we are looking at a lot of potential chatbots coming out from Singapore in the near future. In fact, the meeting is next week. I have to fly back to attend the meeting with the ministry. So I have 10 minutes, so there's a lot of slides, so I don't think I can finish, but maybe we can just give you a few use cases. So palliative care, it's quite important, and it's my daily work, and a lot of people are very lost sometimes on where to seek help, what to do, and so we have an idea to do a chatbot on palliative care to improve the effectiveness, decrease the stress of non-professional caregivers, and to decrease or delay the sending the patient to a nursing home. So the palliative care chatbot will actually guide the family on what to do when they need it. So basically, it's an approach to care for non-professional palliative caregivers. A lot of times when the people get sick, some of the family members become the caregiver, but they are not very trained. So we want to have some information for them, or some training for them. And that training and that information can be delivered via a user interface of chatbots. So that can be very effective. And also the chatbot can provide certain stress relief method, like, doing the caregiver stress outcomes, and see whether they are stressed. If they are stressed, they can get tips, or they can find help, get respite care. So basically, we have a few components in this. We have the caregiver, we have some sensors that the caregiver can use to monitor. We have information for the caregiver, and we can maybe track the emotional state of the caregiver and the patient, actually. So actually, this is a very long slides. I don't think I will be able to finish, but essentially, we are providing a lot of timely information to the caregivers when they need the information. For example, for advanced dementia care, or mild to moderate to advanced dementia care patient, they may be getting agitated, or they may have some behavior that they cannot manage. So sometimes a chatbot can advise them who to call for help, or to get home help service, or to get a dementia care expert to discuss what to do. So something like that will be very helpful, instead of directly going to hospital. And dementia patient going to hospital, outcome sometimes is not good, because our hospital is all very jammed, and they are not suited for geriatrics patient, actually. Our hospital, our tertiary hospital, are built for acute emergencies. So unfortunately, we don't have all this in place now, and we are hoping to build for the patient. And also, sometimes chatbot can be used to look at complex grief. A lot of times, complex grief is not done, or is not approached rightfully. People taking care of, especially my caregivers, taking care of a patient for 10 years, for 15 years, after the patient passed away, they don't know what to do at all. So, and this kind of grief is not acknowledged, or it's not supported. So something like that, a chatbot will be able to, screen and maybe help them in these difficult hours. So these are for chatbot support, to stay calm, because they can. So these are for dementia care. If you can see, I have also a telepresence robotic, and sometimes this can be used,
to talk to the patient. We have a project called DORI, Dementia Orientating Robotic Interface, that we hope that this robot at home with the dementia care patient can answer to the dementia care patient. Sometimes the dementia patient may ask the same question over 1,000 times. If I, the caregiver, answer 1,000 times, I will go mad every day. But a robot can answer the patient 1,000 times and still be happy at the end of the day. So there is no problem. And in fact, if the robot answers less than 1,000 times, we worry that maybe the patient is having a urinary tract infection or a minor stroke and they are too weak. So essentially, using vocal chatbot system, we can actually monitor the behavior of the patient and translate it to any physical problems. So that is our pipeline. We are doing dementia caregiver support program with a hospital. The robotic interface we are discussing also. And of course, the government is coming out with a call for collaboration. We'll build some more specific to each specialty, like cardiologists, pediatrics, that will be done. So main use, this is our telepresence robot with the chatbot inside. We can actually use it to control the environment. And this is the robot that I talked about, the dementia orientating research robot. And yeah, so it's like a Jarvis. So Iron Man has Jarvis. I have this small robot that I can command, and it moves. We actually have a video, and that is the link for ours. Okay, so I think I will end now because there's a lot of content for our very esteemed speakers. Thank you. Thank you very much. Thanks, Dr. Jit-Seng. Please come with us. Just before I call our next speaker, I just had a question about one of the slides where you say that chatbots can provide emotional support to caregivers, especially. And I was wondering about that. I mean, that surprised me to think that what is basically just lines of code can give something that is so profoundly human. How can you explain that? How is it possible? So we will be working with psychologists to actually know what the response should be in order to calm down a person. Oh, yeah? And sometimes it's difficult for a person to call for help. It's easy for a person to just take out and do chatting. It is still in testing. We are still not sure whether it will move on, but we are going to do some research with the help of psychologists to see whether this sort of chatbot will work. Some people will say that it doesn't work. You are already depressed, and you talk to a robot, you will get more depressed. Yeah, so there is one such thinking, but I mean, sometimes something that is there is better than something that's not there. So we will try. I mean, all right. It's better than nothing. Yeah, absolutely. That's very interesting. Okay, thank you. Our second speaker is Dr. Jordi Serrano Pons. Hi. Oh, please welcome him. You can applaud him as well. Dr. Jordi Serrano Pons, general practitioner and founder and CEO of Universal Doctor, a social enterprise that builds medical chatbots. And you are also the founder of Chatbots for Global Health, which is a project to build chatbots focusing on neglected diseases, especially tropical diseases, but not only. Can you explain to us what it is exactly? Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you, to Jacques and everybody. Basically, I agree with Jacques 100%, not always, but at this point, yes, that chatbots, we have an objective here, no? Is that clinicians, nurses, can do chatbots, no? At a very simple level, no? I want to emphasize that because, of course, after the presentation of the Google, you must do it, but that can really press doctors in a way that basically maybe they are not still prepared, no? And there can be a opposition that we don't want, because the most intelligent thing, from my point of view, to advance in innovation is to introduce it in the right moment, no? In the pipeline, in the right moment, because if not, you go back, and that could be a problem, no? So my name is Jordi Serrano Pons. I'm a GP from Barcelona.
I've been developing mobile apps for the last 10 years. And I say 10 years because we developed our first mobile app in 2009. So actually, we did the first mobile app in Europe with the iPad. It was 2010. That was a translation tool. Because I like to talk a lot and also to listen a lot. But I was in the emergency room doing the anamnesis of patients in many languages. When I was very young, I used to travel with my mother to many countries. I speak many languages, but I cannot speak Chinese, for example, no? I cannot speak Urdu. So for me, that was so we developed Universal Doctor Speaker, which is a translation tool that allow us to well, we did that in CDs, imagine, in flash technology. I don't know if you remember that. Flash technology, 2007, 2008, and we were able to survive. But basically, we started developing these tools, and we have finished by developing 23 tools. And I talk about that not to talk about our company, but to say all these tools have to do with content, information, and as Jacques was saying, we are now 10 people more or less in the company. We are always talking between ourselves that apps will disappear in a couple of years. No? So we'll see chatbots infiltrating, like Metastasis. Well, it's a bad comparison, but slowly the apps, and then making them disappear. Because if they aren't useful, why to use apps? No? We've done many apps related with Universal Doctor and translation information, but we've been lucky to work. I do live right now in Geneva, because we start to work with the World Health Organization and many other international organizations to do apps. We've done the app of Zika, many apps, also London School of Tropical Medicine. And what we want to do is that all these tools that we have developed work. No? And I believe that chatbots are amazing. And 1 year ago, here in the gala, I met Jacques. No? We already knew each other from this Health 2.0 movement on all these things that we are very engaged to in the digital health space in Europe and America for the last 10 years. But Jacques, finally we could do something, no? And he explained me that platform that he was starting to develop. So, I said, okay, maybe we have to use it, because at the end, if you don't use things, nothing happens, no? There are many chatbots, and I don't have to explain to you now what is a chatbot, no? But I suppose, but they can be used for many reasons. We ourselves, here is a list of many chatbots, many companies putting a lot of money. I do not believe that chatbots can be monetized directly, like many other tools, no? These companies do these things for many reasons, no? And I will explain at the last moment, we do it for social purposes, but of course we have to be sustainable, and we will explain you in the last slide why we're doing it with a good intention, but also to be sustainable, no? Basically, we say, okay, we can partner with chatbots for health, no? Because we saw very quickly that at a clinician level, we need people empowering. You have a resident in a hospital. No? I remember like 12, 30 years ago, Jordi, you must make the guideline of cystitis. But this guideline has been done 5 times. No, you have to update it. And you were like, after 3 a.m. when you had a moment, updating the guideline. After that, now that you put it in an app, it doesn't work. You want to have very quickly the treatment of that patient, no? So all the vademecums of the Harrison in the apps. So you need something, no? So residents, clinicians using the system that they have developed for a first level workflow way, it's impressive and it can work, no? You yourself do that, and by doing, you learn. By listening, a little bit, by doing, you learn, no? And then we, as a company, Universal Doctor, we've been pitching that, developing that, but of course, we also have other capacities. As Jacques was saying, then you can, this is the first level. We have developed chatbots then with TensorFlow of Google, with Dialogflow it's called, or with Microsoft Azure, or with IBM Watson, because we have to have these capabilities, because this is the first platform. Still, it's not, for example, we're doing now a chatbot of blood donation. If you write plasma instead of plasma, so the chatbot can understand that you wanted to write plasma, okay? Because in the context of blood donation, you have to introduce a little bit of artificial intelligence there to do that, no? We have, just to explain you, I have another company, which is not 100% in the tourist space, with other colleagues, and we test things in hotels and other places because there is no liability there. So we have done a chatbot, and it's being now used in many hotels,
And then, because in a room of a hotel, it's not a problem if you get. So we are testing things there, and we even have made a dashboard that allow hotels to edit what they want to say. Really? Each hotel is different. Yeah. And of course, every hospital is different. We all know that, no, in my hospital, things are different, no? Or in my hospital. So everyone has to have the capacity to edit chatbots, no? It's very important at that level. We are working on that very voice, no? I'm happy to mentor a company in Berlin, Startup Bootcamp. They're using Alexa to recognize, of course, the voice. And as you know, heart failure, you have retention of liquids in the legs, but not only in the legs, you have retention of liquids in the cord. So basically, it changed the tone. Can Alexa detect the change of that tone? Obviously, yes. It's not. It can? Yeah. Really? Of course, it's not something discovered by us. It's not our hypothesis, sadly, but it was done by others. But we have checked it, and these people are working on that. And they are just checking with the voice, no? So wonderful work of Singapore. With all the tools he's doing, introducing Alexa, then finally he will be able to control heart failure and many other things, no? And that is the spectacularity of your Google thing, but also with concrete things like what they're doing, no? Something concrete to be fixed. You can monitor. You have chest pain, you have with just yes or not answers, no? With the voice. All these things will be to cover concrete things. I do not believe in artificial intelligence in a general way, just in a narrow way, slowly, no? Maybe in 20 years, but this is very important. In that context, we are, as you saw, a very social company, okay? We do like to develop apps, but of course, we've been always concrete. We had these initial translation apps. We were lucky they are free. If you go down a Universal Doctor, it's free. But we could sustain ourselves from a freemium version. So we were able to embed that in 150 hospitals around the world in the web app version that hospitals pay. But of course, we were always interested, as we are doctors, working with engineers, in apps that have to do with health. That doesn't mean a leaflet, no? We were always interested in apps that improve global health or something, no? If somebody asks us, oh, can you make an app of this leaflet? Well, with all due respect, sometimes we did, but normally we send them to an agency or another thing, no? So chatbots for global health. We do believe that it is very important that chatbots really target neglected disease or diseases that we are overwhelmed, like tuberculosis, malaria, AIDS, no? Malaria, as you know, there was a big tendency to go down, but now we are in a phase of stagnation because after every big success, no, a lot of the investment, all these things start to, and then you have to compete now with the non-communicable diseases, with the chronic disease for budget, no, for funding, no. So strong competition. In that sense, we want to launch these chatbots of neglected diseases and also non-communicable diseases. You will see it now. Neglected diseases are all the diseases, as you know, that tropical, neglected, whatever. Some of them, WHO has a package of 20 diseases, okay, that they are not, malaria is not there in that package, but more or less, these 20, leishmaniasis, Chagas, et cetera, all these diseases that are not well taken into account, no? Pharma industry is not investigating normally so intensively as other diseases. So in these chatbots plus malaria, plus tuberculosis, plus AIDS, it's like a package, no? We are starting to do chatbots. And we did a first chatbot with information of WHO that we work very closely in many aspects with them, thanks God. And we work with Chagas. Chagas is a disease, a trypanosomiasis disease that it's really in Latin America, Bolivia, and other countries. And through Spain, many immigrants, no, have brought the disease, obviously. Doesn't mean that immigrants bring diseases, but obviously when somebody moves, so bring the diseases to the European continent and to other places, no? So it's a disease that after 10 years, it can cause really cardiovascular problems. So we wanted to highlight that disease, and we have created a chatbot which basically shows you a lot of information, and obviously then it allows you to start playing with the chatbot. Very informational. At the first level, as Jacques was saying, you have all the information in the website of WHO. Fantastic. But of course, how many people navigate in the websites? Or you have in every of your institutions dozens of leaflets. So nobody reads them. Let's be honest, no? So why don't we cut them
and we put them in pieces, no? And we use all the chatbots to have a very nuanced communication. Because then you have to study how many lines do you put. People follow the chatbot after 10 lines? No. So you have to really play with all these things, no? But neglected diseases are not just what people have to combat in Africa or in other countries. Now, in these places where we were combating, everybody was combating all these countries, you have also people with obesity, hypertension, what we call the non-communicable diseases, NCDs. You have people with cardiovascular events very strongly. So it's what we call the dual epidemiology, the dual burden of disease. In these zones, they haven't still been able to achieve 0 cases of malaria, 0 cases, and they have already all diseases, the disease that we had in what badly called the first world, okay? Hypertension, obesity, strokes. So the burden of disease is very high. So we want to work in this kind of chatbot, so neglected and making combinations. A person with diabetes and a person with malaria. A person with this kind of combinations that do not exist with information. And there are even necessities of guidelines, no? We're working hard on that. For example, this is a Spanish chatbot, Sportibot, that these last weeks have a wonderful success, where people ask questions about nutrition and so on. We are starting to work with them. And of course, we're going to do chatbots where we're going to embed any chatbot. So this is a platform, umbrella platform for allowing other chatbots, no, to be show off. Okay, this is an umbrella platform. This is, we have reached an agreement because they are good. We're going to check to each chatbot the quality, et cetera, And this is good because it's a chatbot that people can ask questions, and then, I think in an intelligent way, they have included doctors. 50 pediatricians and 50 nutritionists have created a group of 100, they call. And when a question, the chatbot, they have a little bit of intelligence, but when the chatbot cannot understand the question, they send it to the 50 pediatricians and the nutritionists. And they answer it. And people receive a message with the answer. So it's a combination of intelligence of human and so on. By the way, you say that the potentiation, the augmentation, no? When Kasparov, you remember Kasparov lost in '94 with Deep Blue. Yeah. After saying 2 years, I'm not going to lose it, I'm not going to lose it, he lost it at the end. And then he was depressed, no? And he tried, he was losing. Somebody told him, why you don't play with another Deep Blue? You and a Deep Blue against another Deep Blue. And himself, with a Deep Blue, they were able to beat the other Deep Blue. It was amazing. Then he was happy, okay? A wonderful, intelligent man, by the way. But, so it's an augmentation of doctors with all these things. Many chatbots of diabetes, chronic diseases. We've been looking for all of them. We have a extensive list. We are just contacting with the ones that we believe that can be, we can assess them correctly, and we will put them in the platform. And basically, as you know, I'm also co-founder of Zero Mothers Die, which I have my other co-founder here, Véronique Touvenot. We've been explaining. So it's part of the, that chronic, well, it is not neglected, not chronic, but it is maternal health, which is very important. So we're going to launch a super chatbot of maternal health, no? Which I think our other speaker is working on that, so I'm very happy. We want to reuse or to help you in all that. We want to use a chatbot specifically for our maternal health objectives, which is to reduce maternal mortality. We are at just a drop on the sun with many other initiatives, but we're going to do it. We have an app, but we know how people use it. But we know now to reinforce how people are using this app. No? And basically, why do we do chatbots? Say, okay, you are rich, your family is rich, you can do all social apps, and no, it's not the case. We have a company of 10 people. But basically, we always try to be very social because we like it, we love it. We get a lot of partnerships, stakeholders helping us, and we learn a lot very quickly. And that is the same. We, after 10 years of making apps, working in silos, we want to make like a new roadmap. We're creating a platform embedding many Legos. No? And the big Legos, we have a symptom checker already, Epimedic, that it's a Swiss symptom checker we have working. That platform I was talking to you about, chatbots for health, thanks to Jacques. We are working in all that. And basically, the chatbots will be the channel to attract people on that platform. And we do not expect to monetize them. We expect that they bring us people to that platform that also will be for free and will have freemium models. No? So in that context, thank you very much, and I hope you like it. Thank you. Thank you very much, Dr. Jordi Serrano-Pons.
Perfect. Great presentation. Thank you very much. Je vais repasser au français, puisqu'on a le docteur Eudes Ménager, qui est ici, on peut l'applaudir. Bonsoir docteur. Notre avant-dernier intervenant, le président du Club médical numérique francophone et Innovation Santé. Alors vous êtes un peu touche-à-tout, hein. Vous êtes médecin généraliste, vous avez aussi monté plusieurs startups, et notamment dans le monde du jeu vidéo, je crois. Et vous accompagnez aussi des startups dans le domaine de la santé, et vous êtes donc le président du Club médical numérique francophone et Innovation Santé. C'est un organisme dont l'objectif est d'accompagner la transformation numérique dans le monde médical, et vous vous intéressez notamment dans ce contexte-là à l'Afrique. Donc on va faire la transition parfaite avec ce que vient de dire notre intervenant précédent. L'Afrique qui est un terrain d'expérimentation assez formidable pour les chatbots, puisque c'est un continent où ils peuvent montrer tout leur potentiel. Ils sont peu gourmands en ressources, ces chatbots. Ça peut fonctionner par SMS dans des pays où les infrastructures télécoms ne sont pas toujours au top. Et puis, c'est des outils qui vont permettre à des populations qui en sont parfois privées ou qui n'y ont pas beaucoup accès, d'avoir un accès, aussi basique soit-il, à la santé. Voilà, je vais vous laisser nous présenter tout ça. Merci de l'invitation. Donc, effectivement, historiquement, je suis médecin généraliste, mais je suis urgentiste et neurovasculaire. J'ai évolué dans ma carrière. Donc, je m'intéresse évidemment aux accidents vasculaires cérébraux, mais aussi, effectivement, aux technologies, comme vous l'avez précisé. Et pourquoi ? Parce que la technologie, in fine, fait gagner du temps. Donc, nous sommes dans une période de maturation, mais néanmoins, effectivement, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas fonctionnel comme on le souhaiterait. Comme l'a dit Jacques Durand, il y a des problématiques, donc tout simplement de maturité, donc de différents logiciels qui ne se communiquent pas entre eux. L'intérêt d'avoir des plateformes comme celle qui a été présentée, c'est de pouvoir faciliter effectivement cette interopérabilité, cet interfaçage entre différents outils qui facilite finalement la démocratisation de la santé, parce qu'on peut faciliter l'accessibilité à la santé. Et donc, effectivement, le club s'intéresse à l'Afrique depuis quelques années, tout simplement parce qu'en Afrique, on a besoin d'accessibilité à la santé. Et comme vous le savez tous, l'Afrique est aujourd'hui très mobile, avec effectivement une croissance aussi sur les smartphones, même si principalement nous sommes sur du GSM. Et historiquement, donc, nous avons fait des essais en Afrique sur des ersatz de chatbots avant que la plateforme de Jacques Durand ait pu être construite, et on travaillait sur du SMS. Donc on continue sur le SMS, et d'ailleurs il y a des programmes mondiaux OMS sur BLCB Mobile qui utilisent donc le SMS avec des approches de chatbot simplifiées, de suivi, et le chatbot donc, effectivement va se retrouver finalement dans tous les objets de la santé, et puis largement, vous l'avez dit, sur d'autres sujets. Alors, en Afrique aujourd'hui, l'application, effectivement, sur smartphone, c'est théoriquement une bonne idée, mais in fine, ce n'est pas forcément la bonne idée. Pourquoi ? Parce que la voix va arriver et les chatbots vont évoluer également. D'autre part, les applications mobiles nécessitent effectivement de savoir écrire, de savoir lire, et la limitation sur ce territoire, c'est effectivement le taux d'analphabétisme et puis la diversité des langues ou des dialectes qui peut véritablement contraindre, limiter l'usage aujourd'hui des chatbots sur les pays émergents. Donc, cela dit, le chatbot apporte aujourd'hui un intérêt puisque l'anglais, le français sont quand même relativement bien utilisés, donc sur toutes les couches de la société, mais c'est la lecture et l'écriture qui posent problème. Donc la voix, effectivement, comme vous nous l'avez montré, apporte des solutions, ou vont apporter des solutions de façon pragmatique, parce que le parler, évidemment, est plus naturel pour tout le monde que l'écrit ou la lecture pure. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce que l'on fait globalement en Afrique, mais la problématique aujourd'hui dans les nouvelles technologies, c'est, comme on vient de le dire, c'est la saisie d'informations. Jusqu'à présent, vous aviez pour faire du questionnaire des tonnes de questions-réponses sur des questionnaires très longs, très fastidieux, ennuyeux, et encore faudrait-il effectivement que vous ayez la capacité de les comprendre. Le chatbot permet de faciliter ce genre de saisie. Elle est plus dynamique, elle est moins rébarbative, même si on peut poser 10 fois la même question, on va nous la répondre peut-être différemment. Et donc, il y a cet avantage aussi
que vous n'ayez pas effectivement donc, une relation orale avec un homme qui va peut-être au bout d'un moment s'énerver et raccrocher. Donc il y a eu cet intérêt que vous avez évoqué. Par contre, quand vous faites effectivement un interrogatoire qui doit aller finalement faciliter l'usage d'outils comme la télémédecine, par exemple, donc préparer une consultation ou une téléconsultation, le chatbot va permettre donc, de faciliter la collecte d'informations utiles. Alors, soit, effectivement, cette collecte se fait parce que vous avez une plainte, et je veux effectivement savoir ce que je dois en faire de cette plainte, je vais vous l'expliquer juste après, ou bien parce que effectivement vous savez que vous devez préparer une consultation et on vous pose des questions, un certain nombre de questions sur vous. L'intérêt des chatbots, c'est qu'effectivement vous allez pouvoir stocker de l'information au cours effectivement donc de l'interrogatoire, donc de la conversation plus précisément, et vous allez pouvoir effectivement stocker des données dans votre smartphone demain, sur une plateforme de peut-être le DMP à la française après-demain, ou sur le Passcare, puisque c'est aussi une solution qui est sur le Rubicard, sur la plateforme. Voilà, l'idée, c'est aussi de faciliter la collecte d'informations, qu'elle ne soit pas fastidieuse. Alors, vous avez vu, il y a un pointeur là-dessus, sur la santé, vous avez plusieurs problématiques à résoudre. Quand vous faites un interrogatoire, vous avez problématiques de famille, maladies contagieuses par exemple, donc savoir qui il y a autour de vous, mon profil personnel, j'ai plusieurs maladies, je prends du médicament, donc tout ça c'est lourd. L'environnement où je vis, parce qu'évidemment si j'ai une allergie, ça peut être l'environnement, mais ça peut être aussi une problématique donc, alimentaire, c'est-à-dire mon mode de vie. Donc tout ça, effectivement, ça peut être intégré dans une chatbot, dans l'autre sens, qui va faciliter donc l'analyse donc en back-office donc de votre conversation. In fine, ça pourquoi faire. Donc, alors j'ai dit Guide Your Health, en fait, c'est tout simplement effectivement pour vous aider à suivre votre santé, et c'est ce que vous proposez, c'est-à-dire donc finalement donc les données que je vais émettre dans une conversation, je ne vais pas les réécrire, elles seront déjà stockées quelque part. Et je vais pouvoir les récupérer, le médecin va pouvoir les réutiliser pour la consultation de façon construite. Et c'est ça l'objectif, c'est évidemment de faire gagner du temps donc, aux patients et aux médecins. Donc optimiser le temps professionnel et responsabiliser, autonomiser le patient. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans une conversation, la conversation peut vous amener donc, à de l'empathie et à vous livrer davantage, à être plus précis, à relater des faits donc, que vous n'auriez peut-être pas évoqués dans un interrogatoire circonscrit, donc timé avec un médecin. Vous avez du temps, donc vous avez le temps de réfléchir et le robot a du temps aussi pour construire donc, d'autres questions dynamiques, une vraie conversation. Alors, vous parliez de symptom checker, donc ça peut être effectivement un symptom checker, un profiler pour faciliter, donc identifier le profil, parler de santé mentale, c'est important dans une conversation donc, psychologique ou psychiatrique de comprendre l'historique et la personnalité. Donc on peut imaginer tout type d'application et c'est ce sur quoi effectivement on a travaillé pour effectivement de savoir comment aborder la conversation la plus simplement possible tout en s'assurant que la donnée soit pertinente. Alors, je n'ai pas tout traduit en anglais, je n'ai pas eu le temps, mais en pratique, voilà comment on construit finalement un chatbot conversationnel de façon fragmentée si on devait effectivement se projeter dans la tête d'un médecin, par exemple. Vous avez donc des symptômes. Généralement, le patient va voir un médecin parce qu'il a quelque chose qui le gêne. D'accord ? Ça peut être un symptôme donc, purement ressenti, ou ça peut être effectivement un signe. Vous avez une problématique de brûlure. Je me suis brûlé, qu'est-ce que je dois faire ? Alors je pourrais effectivement me mettre en ligne avec un distributeur, un provider de télémédecine à domicile. Hein, il y en a de plus en plus qui se font. Comme je prends un exemple comme Care, si quelqu'un le connaît. Et vous allez devoir remplir tout un gros formulaire. Donc, et ce formulaire, si vous allez effectivement vous retournez ensuite voir votre médecin, il va vous reposer les mêmes questions. Vous allez faire de la redondance. Donc, et pourtant, on peut vraiment filtrer l'information grâce au chatbot. Alors, ce qui est important dans les chatbots, pourquoi ? Parce que c'est la donnée qu'on va utiliser potentiellement pour poser de nouvelles questions et orienter vers une détection, vers un diagnostic, vers un dépistage. Si la donnée n'est pas valable, évidemment,
le bot va pouvoir dévier donc, de sa trajectoire de l'interrogatoire. Et donc, il est nécessaire de vérifier la donnée. Je prends un exemple. Hop là. Voilà. Vous avez donc différents types de symptômes. Symptômes donc, de type j'ai de la fièvre. Ok, j'ai de la fièvre. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la bonne température pour avoir de la fièvre? Donc, est-ce que j'ai 38, est-ce que j'ai 37,5 et 39? Ce n'est pas la même chose. Surtout si, en fonction de l'âge, l'enfant, c'est un nourrisson ou si c'est une personne âgée, une femme enceinte. Donc, l'interrogatoire sera différente. Donc, il faut préciser la donnée. Et trop souvent, les interrogatoires que l'on check en ligne ne vont pas vérifier la donnée. Et on n'est pas sûr, si vous voulez, que cette donnée soit pertinente. Donc, prenez la température. Et est-ce que vous avez bien pris la température? J'ai pris la température sous ma couette. Peut-être que sous votre couette, il fait déjà 38 degrés. Donc, vous allez biaiser donc, la prise de température. Et donc, vous apprendre à bien prendre la température dans de bonnes conditions. Donc, le chatbot est un outil également pédagogique pour finalement avoir une donnée qui soit fiable. Parce que si on vous dit que vous avez 39 degrés, mais je l'ai pris sous ma couette, et puis effectivement, donc, il fait chaud, parce que vous êtes dans un environnement, je vais parler de l'environnement, il fait 40 degrés parce que vous êtes au Sénégal, peut-être effectivement vous avez 39 degrés, mais ce n'est pas forcé que ce soit la réalité. Donc il faut quand même vérifier l'environnement et la manière de le faire. De la même façon que si vous avez une déclaration d'une sorte de malaise, de mal-être, de sensation anormale, je prends l'exemple la nausée. La nausée, donc, ça peut être l'envie de vomir. Donc j'ai dit j'ai de la nausée, très bien. Mais si je dis j'ai mal au cœur, parce que j'écris j'ai mal au cœur. Ouais. Alors j'ai mal au cœur, c'est quoi? J'ai une douleur dans la poitrine, ou c'est que j'ai envie de vomir, j'ai la nausée. Et donc il faut effectivement qualifier l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable, parce que nous avons vu effectivement dans les tests. Alors les tests, comme je peux vous les montrer, c'est peut-être dans l'autre sens, voilà. Hop là. Ça nous a permis donc de structurer. Vous voyez, on parlait de post-it. Nous, on l'a fait en arbre décisionnel. Et ces tests-là nous permettaient donc de poser un certain nombre de questions qui orientaient les questions suivantes. Et ce qui est important, effectivement, dans le chatbot, si vous êtes dans l'action médicale, pour finaliser, c'était de dire quelle était la hiérarchisation des questions. Parce que vous êtes peut-être dans une situation d'urgence. Donc, est-ce que la situation est grave ou pas grave? Donc, en fonction effectivement du questionnement, eh bien, vous n'allez pas forcément orienter de la même façon ou informer de la même façon. Je prends un exemple ici, je vous donne un exemple. Vous êtes donc, dans une thématique donc, respiratoire, c'est l'asthme. Donc, il y en a pas mal en Afrique. Donc, la question était de savoir si effectivement la personne, donc l'enfant, toussait. Donc, OK, alors la toux, ça peut être plein de choses. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que j'ai un profil ou est-ce que je n'ai pas de profil? Lorsque je n'ai pas de profil, par exemple sur un chatbot en ligne, où il n'y a pas forcément une base de données médicale, donc un dossier de santé, eh bien, on va devoir poser des questions de façon de plus en plus précise. Mais on n'a pas d'antériorité pour se dire « Ah, il a déjà eu de l'asthme ». Donc, par contre, si vous êtes dans une plateforme qui va stocker les données, vous allez pouvoir interroger le profil. Et en fonction des informations que vous allez avoir, eh bien, vous allez limiter le nombre de questions. Parce que plus vous allez avoir de questions, potentiellement, plus vous allez vous dire « Oh là là, je vais pas arriver à la fin parce que je vais décrocher ». Donc, l'objectif, c'est en quelques questions, donc arriver effectivement, idéalement, à une orientation claire, une information claire, éventuellement une pédagogie qui permet effectivement donc d'éviter que la personne décroche. Donc, un chatbot, l'une des faiblesses, c'est le risque aussi de décrochement. Même si on optimise le temps de question, il faut pouvoir apporter du feedback, c'est-à-dire de l'information, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous l'avez bien fait, et ensuite bien orienté en fonction de la gravité de la possibilité de la situation. Effectivement, quand vous avez un asthme, eh bien, lorsque vous avez un certain nombre de critères, donc une toux sans crachat, mais avec une antériorité d'asthme et un essoufflement, vous allez avoir une orientation directe donc en urgence. De la même façon que si effectivement la toux est différente et je n'ai pas d'antécédent, eh bien, voilà, je vais demander, tiens, avez-vous des crachats? Les crachats, OK, comment sont-ils?
je ne vais pas vous aller dans le détail, mais ça nous permet d'orienter. Hein. Si les crachats, effectivement, sont verts, donc vous avez une infection bactérienne. Hein. S'ils sont transparents, ce n'est pas le cas. Donc, alors, tout ça, on peut aussi le matérialiser différemment. Et c'est l'intérêt des chatbots. Jacques vous l'a montré. Je vais vous faire, voilà. Donc, je prends le crachat, mais là, c'est les urines. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose de simple. Les personnes qui, effectivement, ne savent pas lire, donc on va pouvoir leur parler, mais en même temps, on va pouvoir leur montrer des images ou des vidéos pour dire, est-ce que ça ressemble à ça ? Là, vous avez différents types d'urine. Donc, quand vous avez effectivement une urine qui est à droite et qui est orange-rouge, ça sous-entend qu'il y a probablement du sang. Donc, je dis probablement parce qu'il y a des maladies aussi qui modifient la couleur des urines. Mais néanmoins, le chatbot va pouvoir se dire, tiens, hop, il y a du sang. Donc, il y a de la fièvre. Donc, est-ce que vous avez mal quand vous urinez ? Alors, si j'ai mal, eh bien, j'ai des échelles analogiques, donc visuelles, qui donnent effectivement donc, des orientations. Donc, je dis, ah oui, c'est plutôt comme ça, je suis très douloureux. Donc, on peut quantifier. Et donc, effectivement, les chatbots, c'est vraiment une démocratisation, finalement, de l'analyse ou pré-analyse d'une consultation. Ça peut permettre effectivement d'orienter ou en tout cas de donner des informations que le médecin ou l'infirmier, parce qu'en Afrique il y a surtout des infirmières, eh bien, vont pouvoir effectivement exploiter au mieux pour optimiser et peut-être réinterroger sur un certain nombre de critères qui auront été identifiés au cours de l'interrogatoire virtuel par le docteur robot ou, je ne sais plus comment vous l'appelez, Universal Doctor. Voilà. Et c'est ça l'intérêt effectivement donc, du chatbot demain, c'est de simplifier le type d'interrogatoire, parce qu'évidemment, vous voyez, là je vous ai mis exprès des textes, donc vous n'arrivez pas à les lire, mais quand vous avez effectivement de la fièvre, je suis une femme, la question qui peut se demander, c'est, voilà, est-ce que, par exemple, est-ce que vous êtes enceinte ? Parce qu'évidemment, fièvre et femme enceinte, ça ne fait pas bon ménage, il faut se poser des questions. Donc, il me pose la question, donc, alors je peux lui demander, pourquoi vous me posez cette question ? Et donc, je vous dis, pas parce que vous savez, si vous êtes enceinte, eh bien, vous pouvez effectivement avoir des problèmes donc, liés à votre grossesse. Et votre enfant peut avoir lui aussi des problèmes. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de choisir donc, des orientations, donc, des choix médicaux. Je ne suis pas enceinte, alors mais comment le savez-vous ? Donc, le robot va lui demander, mais vous en êtes sûr ? Et comment le savez-vous ? Ah, bah, c'est parce que j'ai accouché récemment. Donc, OK, donc j'ai accouché, vous avez accouché récemment, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était il y a une semaine ou c'était il y a 6 mois ? Parce qu'il y a 6 mois, vous êtes peut-être à nouveau enceinte. Vous voyez ? Donc, la démarche, elle est celle-là. Ensuite, évidemment, il faut simplifier, parce que quand vous avez trop de texte, encore une fois, il faut essayer de l'optimiser. Et puis demain, peut-être que Google ou d'autres, ou Jacques Durand vous proposera donc effectivement un interrogatoire vraiment virtuel, mais à la voix, ça sera plus facile, plus fluide. Ouais, c'est ça. Voilà. Au niveau de l'interaction, effectivement, parce qu'on comprend que là, avec l'arborescence, c'est quand même une batterie de questions auxquelles il faut répondre, qui peuvent être assez déroutantes pour le patient. Et effectivement, on risque de décrocher avant la fin. Ouais. Exactement. Avec la voix, on comprend bien l'intérêt que ça peut avoir. Absolument. Ben, merci beaucoup pour cette présentation, Dr Ménager. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et il est temps de passer à notre dernier intervenant et on va repasser à l'anglais. I will switch back to English to welcome Dr. Emre Kayalp. Please welcome him. Dr. Emre Kayalp is a board-certified obstetrics and gynecology specialist and currently the chief medical advisor to Xclone. Xclone is a company based in New Jersey specialized in building virtual experts, what you call virtual experts, which is, well, another word for chatbots, I guess. You will explain us. Good time. And you are the designer of Dr. Chat. So can you explain to us what or who Dr. Chat is? I will. Thank you very much for having me. I'm very pleased to be here. If it's okay, I'm not going to talk too much about Dr. Chat, though, because I think there's a larger question, and my partners will not be happy about this. But yes, let me give you a quick disclosure. So yes, I'm the Chief Medical Officer and the co-developer of drchat.ai, which is designed to be a virtual doctor. I'm not going to say too much more, because I think there's a more interesting, for me, question. Okay, I believe everybody here is here because, look, technology is exciting in its own right? And it's cool, and we get interested in it. But I don't believe that we're focused on chatbots just because we're excited about them. In other words, I think there's a tendency in technology to, there's this old expression that when you have a hammer, every problem looks like a nail, right? That you want to use your technology all the time.
I've heard people criticize people like us, you know, saying, oh, you're pushing this technology too far. You know, you're so excited about chatbots, you're looking for problems. I really don't believe we are, and I'd like to, for a mixed audience, I'd like to sort of give a little bit of a more general talk, kind of situating chatbots in medicine. So the way that I look at it, and this is how I came to the chatbot world, okay, is what's the point of medicine? What's the ultimate goal? As a physician, that's where I start. So I'm starting with a definition from University of California, Davis. This is not a unique definition, but it's succinct. We're no longer focused on health in medicine. Health meaning the absence of disease. You know, in the 19th century, you're a coal miner living in West Virginia, you don't have clean water, you don't have antibiotics or medication. There are bigger fish to fry, right? You have big issues. So just being disease-free was a success in those days. I think a more modern conception of health is wellness rather than health. And wellness meaning you're an active participant in your own well-being, right? That in order to be an active participant, you have to first of all be aware of and have some insight about what's in your best interest, what you want, what's good for you, and then you have to take steps to actively do that, right? And I think everyone would agree that this is how modern medicine should be for the patient, right? That we're really trying to foster a sense of wellness. But there's a problem with wellness, and the Royal College of Nursing in the UK, again, has a very simple way of putting it, which is that people don't always know what is good for them, and even if they do know, they may not be able to communicate it. And in my previous talk in the other session, I outlined some reasons why, particularly in women's health, I think this is true, okay? So that's a challenge if we're talking about communication and chatbots as fundamentally a communication technology. We have to get to the heart of what it means to communicate effectively. So for a patient to feel empowered by any medical encounter, and I think that's the goal, is not just to make them healthy, but they should feel that they're in charge, right? And we should make them in charge. So you have basically three levels, I think. There's a basic level, a middle level, and the ultimate level. So the basic level is, if I want to communicate with the patient, she has to first of all be comfortable, which means I have to give her an environment where she feels comfortable to talk with me, right? I have to be welcoming and open and make her feel like she can open up to me. That's the most basic fundamental level. Related to that, still at that tier, is she has to be heard, right? Meaning when she's talking to me, I have to shut up and listen to her. And I have to really deeply try to understand what she's telling me, because everybody's ideas are different, cultural differences, individual differences. The patient has to believe that I care about what she says and I'm trying to act in that way. So to me, those two things, being comfortable, being heard, that's the basics in communication in medicine. If we do our job properly, okay, one difference about communication in medicine, different than chatting between friends, is the unequal relationship that we all know, this is not new, between the physician and the patient in terms of knowledge, expectations, and need. The patient wouldn't be in my office if everything was perfect. So she clearly has a need that she's trying to solve. So she needs my help. Okay, that puts her actually in a vulnerable position, right? And I, as an expert, as a gynecologist who's been doing this a long time, obviously I would expect that my level of knowledge is much higher than hers, right? And that's why she's coming to me. So there's already a deep imbalance between my expertise, my level of knowledge, and what the patient's level of knowledge is. Part of my job is to bring her up to my level, not maybe all the way to my level, because she doesn't care about all the details, but you have to increase her knowledge. At the end of that, in other words, at the end of that encounter, she should not only feel that we've addressed her issue, but she should feel more knowledgeable about her own condition, right? If you do those two things together, then you can really empower a patient. Then she can assert control, and that's the ultimate goal, for her to take control over her own health and well-being. I think if you think about it, we all agree. Now you're going to say, or people will say, well, obviously, I mean, we're doctors, this is what we do. But the truth is we don't do it well, and particularly in women's health, we don't do it well, okay? And there's so much literature to support that. This is random. March 27, 2018, National Public Radio, for those who are non-US, is our most respectable, maybe media institution in the country. There's an article, How Bad Medicine Dismisses and Misdiagnoses Women's Symptoms. A number of women are reporting how they feel trivialized, people are not listening to them, they're essentially blowing off some of their deep concerns.
They also complain that the different providers that they see, different doctors they see, take totally different approaches and make totally different recommendations. So they're left with the feeling of what's going on here. Where's the anchor? You know what I mean? If every doctor I see is an expert and every doctor tells me something different, who am I supposed to believe, right? By the way, this not being heard, the interesting part of this article and why I put it up here is that they were specifically talking about female gynecologists. So it's not the easy answer, although that is a problem, that maybe male gynecologists are less sensitive. They actually felt that the women were just as bad. So it's a professional problem, not necessarily a gender one, although gender is a role. Okay, so then if we're not doing a good job communicating, we want to do better, well, we have to define what good communication is. Otherwise, we can't make any progress, right? So for me, from my point of view, good communication has essentially two components. There's the content and the form, okay? So the content is, I have to give the patient information that she can rely on and trust and not feel like she has to go back and second guess everything I say, right? So how do I do that? If my recommendations are current, they're evidence-based, they're relatively free from bias, or as free from bias as I can make them, okay? That's a starting point, right? If they're consistent with accepted standards of care, standard practice guidelines, that's even more, that basically makes my care a little bit even more reliable for the patient. So that should be, for content-wise, we should aim for a relatively high standard of modern evidence-based approaches. Now, that sounds, again, simple, but many physicians have their own heuristics, their own decision rules. They don't always follow mainstream approaches to things, right? And patients are telling us that they don't like that. They want a little bit more consistency, okay? That's content. What about form? So far, the only form we have, by form I mean the nature, the context of the interaction, is the traditional clinical encounter. The patient comes to my office, a nurse takes her vital signs, she sits down, maybe one of my residents asks her a few questions, history and physical, you know, blah, 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 the whole thing that we've taught since the first day of medical school. But this is a cumbersome and a little bit outmoded model. It's certainly not the only model. People don't only talk face-to-face anymore, right? Young people are very comfortable, and they tell us that they're very comfortable with text messages. Not even young people, I'm in my 40s and I prefer text messages to phone calls, you know. And they're really active in social media. And I didn't put it here because I don't want to bore everybody, but if you look at the Pew Research Center, which is an American social science, they call themselves a fact tank. Like it's a play on the concept of a think tank. They try to sort of do social science research and present evidence. There was a publication yesterday, which it was too soon for me to put in my talk. The front page of their website says, fully 95% of all adolescents and teens in the United States have not only access to smartphones, but use them constantly. Half of them say, I'm continuously connected to the internet all the time, right? It's half the population. About 60% in boys and girls of new friendships are online and virtual. Ongoing friendships for girls are using social media about 75, 76% of the time. For boys, it's lower because a lot of their online relationships actually are done in the context of gaming. But women are very comfortable with this, and they understand the difference between, you know, a virtual relationship and a real relationship, and they like this technology and they're demanding it. So for me, this is why we're talking about chatbots, because here's a technology that's designed to do exactly this. That's designed to improve communication in a modern way, in a way that people are demanding and asking from us, that challenges us to adapt to a modern world as a physician, right? So then the question is, what should a good medical chatbot be? Or how should it look, okay? In my view, a properly designed, expert-driven medical chatbot should do these first three things for the patient, and then there's kind of an emergent principle at the bottom. What are the three things for the patient? You have to provide evidence-based advice and guidance, okay? It has to be fact-based, evidence-based, and broadly in line with standards of care or standard practice guidelines. Number two, you have to help the patient do their own research, right? And learn on their own and become an active participant, right? So there's a little bit more than just providing them information. It's helping them learn for themselves. And then you have to provide reassurance, because the vast majority of clinical encounters are for relatively significant, let's say, from a clinical point of view, issues. People are worried. They just want to be reassured that everything's okay, right?
And similarly, for example, I was talking with a colleague of mine at King Faisal University in Saudi Arabia. He was saying that there's an enormous number of patients from Saudi Arabia who fly to places like MD Anderson or Dana-Farber Cancer Center, Sloan Kettering, just for a second opinion. They trust their doctor. They know that their doctor back home is doing what's best for them, but they just want to hear that we agree that that's a good way to do things. You know what I mean? So he asked me, is your chatbot able to help us with this kind of thing? So, I mean, there's a demand for this, right? Now, the interesting thing is those three things that I mentioned are all for the patient, but the emerging principle is this. A good chatbot, if we do a good job, should also help the doctor. It should help to push the doctor to do better, to be more of an expert, like the way that we all have a transition from being an intern to being an attending to being a senior mentor. Your decision-making gets better, your heuristics gets better, your efficiency gets better, your experience increases, and chatbots can help us do that for us too. So it's not only the patient who benefits if we do it right. So that's my starting point. Now, I said I wasn't going to talk about Dr. Chat, I'm not, but I'll just put up one example, and this is the only kind of Dr. Chat example I'll put up. A patient comes, so our focus has been this. We said, look, if we're going to do this, we want to model a clinical encounter. We want a true virtual doctor experience. So we can't take on all of medicine. We have to be focused. And we've identified women's health as the single biggest need, at least in the US. So that's where we started, okay? Now, so the patient comes in, she's asking for emergency contraception, okay? Any chatbot could handle this, really, any of them could. There's specific guidelines, how many days has it been since intercourse, this, that, can you see a doctor, yes or no, blah, blah, blah. Anybody can do that, right? But what would a doctor do that a chatbot couldn't do? Is a doctor then would say, by the way, and this is, if you look in the middle, I don't know where my pointer is here, but if you look in the middle of the slide there, you go through all that, okay? So you've dealt with that problem, but a good doctor would say, but if you've had unprotected sex, what about infection? Maybe you have chlamydia, maybe you have HIV. Are you thinking about that? So you have to prompt the patient for something that she wouldn't necessarily even think about or be worried about. And then that opens up that whole avenue, right? And this is what a virtual doctor would do. And this is why, it's a little bit of maybe a marketing term, but I really believe that that's really should be the goal of any high quality chatbot. Maybe not any, but of the kind of chatbot that is trying to give patients specific focused medical advice should at least try to model that behavior. Now, what about the doctor's needs? I brought up doctors. I'll say one thing. When you talk to doctors, they also then, if they're going to use the chatbot, and we're trying to develop a pro version for the doctors, they tell us that they want three things. They want adaptiveness, teachability, and responsiveness. So what I mean by that is adaptiveness means evidence is changing all the time. I want the chatbot to be updated and to incorporate new information. That makes sense. Teachability means I may have some weird quirks in my practice. I may decide that in my population, let's say chlamydia is such a high prevalence that I'm going to test everybody. Well, if that's not part of the standard of care, I may want to add that to my unique practice, right? Or if I'm a urogynecologist, maybe I may have some specific test that I like to do for everybody because, of the unique characteristic of my practice. So we need to be able to let the doctors go in and teach and edit, which is, by the way, goes to what Jacques is working on, to try to help people edit their own chatbots. And finally, responsiveness, which means, we can't leave them out to dry. Like if they're using our chatbot and they need some help, they need some updates or whatever, or they're running it, like a tech support kind of thing, we need to be there for them, okay? And that's really my whole talk. So I'll just end on one thing, which again ties into what Jordi was saying. One of the beautiful things about chatbots as we got involved in this is something that the big competitor to chatbots, if you want to use that term, is telemedicine, right? You have all these telemedicine companies. But there's one thing that chatbots offer that telemedicine doesn't. Telemedicine meaning you have an app and you're talking to a doctor face-to-face, right? So I talked about some problems in my previous talk, but I won't rehash them. But one exciting thing about chatbots is it's infinitely scalable. So you have a humanitarian crisis, you have a hurricane, a volcano. It doesn't matter. You can have one user or a million. I mean, as long as you have your server capacities there, you're fine, right? And telemedicine can't do that, which is why, again, I got excited about this. So I guess I'm kind of walking you guys through how I got involved in chatbots and why I'm spending so much time working on this stuff. Now, for the doctor's point of view, this is my last slide, and I'm sorry, because I'm kind of bouncing back and forth now. Getting back to the doctors, what we're hearing from doctors is that they recognize, I recognize, we all do, that not everybody's an expert.
we're not all equally good. We all know that we started kind of lousy, we're getting better, and we're all aiming to get better and better and better. I think that a good chatbot can help a doctor develop their clinical acumen, can help them be more efficient and use information better, use the literature better, and we have to find a way to really make doctors active participants in the chatbot experience. And I think most of the members on this panel are approaching that in various ways, which is super exciting and not something I was expecting to see. And that's all I have for today. So thank you guys very much for having me. Thank you. It's been a pleasure. Thank you very much, Dr. Emre Kayab. Il est 18h pile, c'est parfait. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions? S'il y en a, si vous avez été attentifs jusqu'au bout, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour nos différents intervenants? Oui, une question. Allez-y. Patients are going to the doctor because they just need the human contact and then just want to talk to someone or something like that. So, To who is your question? everybody. Everybody. Who wants to answer? I can maybe say something. Okay, Jacques. I would prefer to have a human interaction first. But as you know, human sometimes is not available. So let's say human first time human. And after, the human recommend you a chatbot, and you become friend with the chatbot. So next time you want to contact the human, you will first do the chatbot triage, you know. So I believe first time maybe human, after chatbot, and exceptionally after human. Sure. Dr. Jordi Sarno. I imagine a future where the chatbot is summarizing what the patient has been telling to him, to the chatbot, and talking with the doctor, say, hey, this is how the week has been going on with the patient. So the doctor knows the summary of that, and then the doctor contact him with the patient. And by the way, it depends on many other aspects. As he was mentioning with the STDs, there's a study on San Diego University with avatars, no? And they were, as the San Diego University, Hollywood, because they were using avatars of actors, no? And the army thing. So it's shown in a study, a randomized control trial, that people trust more an avatar to talk about sexual misconducts, or even not sexual misconduct. Somebody that has HIV can answer more frequently saying the truth to an avatar than a human being, because they believe that they are not being judged. No? But your question was another thing, but it's just related, no? Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? On a encore le temps pour une question. Je ne vois pas de doigt se lever. Si. Monsieur, dernière question. Juste une question très simple pour comprendre. Dans le chatbot, on peut éventuellement y mettre un système expert derrière. Mais il n'y a pas une vraie IA en fait. Où il peut y avoir une vraie intelligence artificielle devant, ou pas, des types deep learning ou autres qui y répondent. Ou pour vous, c'est vraiment un algorithme avec des questions-réponses qui sont toujours ciblées. Ouais. So the question is basically, is there artificial intelligence in these chatbots, or is this just a tree of decisions? Yeah. I don't believe in a super, for now, maybe in 5 years, in a super artificial intelligence. I believe in a narrow artificial intelligence or niche artificial intelligence. So I believe everyone needs to try to plug any kind of AI, third-party AI, and see how it's going. And we see from the user experience, are we on the right track or not? So for now, I don't think there's a one AI who can fill all the solution. So better to try non-AI or eventually some niche AI, you know. We're talking about cognitive. What Google was showing, it's a combination of different artificial intelligence, no? Neuro-linguistic programming and other things. So it depends on what you mean. Maybe what Jacques is saying, let's use a simple chatbot, no? Done by a clinician that gives trusting. But then, finally, there is an avatar
that use synthesis of voice and can understand the patient in another way. I mean, and then they use artificial intelligence, cognitive recognition. No, so the concept is very I'll say also, as somebody who's an outsider, because I'm a clinician and a social scientist, not a computer person, but I've become a computer. Or started to. There's a big debate in the AI community about what their definition of AI is. And it's not clear, first of all, it's not clear that there's much value in defining AI in any specific way, because ultimately, if you have a functional system that somebody interacts with and feels, everybody knows that they're interacting with a machine. We're not trying to fool them, you know. But as long as they feel that interaction was beneficial to them, they're happy. You know? So we don't. I'm not overly concerned about those definitions, I think. Parfait. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous nos intervenants. On peut les applaudir. Le docteur Jit Saint Tan, le docteur Jordi Serrano-Ponce, le docteur Emre Kayalp, le docteur Eudes Ménager et notre organisateur en chef, le docteur Jacques Durand. Merci à tous et merci à vous pour être restés jusqu'au bout malgré le beau temps à l'extérieur. On vous libère. Merci beaucoup et bonne soirée.